Rebonjour à tous, nous voici sur la troisième et dernière vidéo concernant le cadre réglementaire de la télésurveillance insuffisance cardiaque. Alors l'objet de cette troisième vidéo, c'est de situer les risques et les points de vigilance, donc de facto des enjeux de responsabilité qui sont les vôtres, mais qui sont aussi partagés et en tout cas pluriels. Nous allons revenir sur les enjeux de matériel et d'usage, les circuits des données, le recueil des consentements et enfin les risques psychosociaux pour vous, puisque pour bien prendre en charge les patients, il faut aussi que vous preniez soin de vous. On y va. Alors, la première question que vous allez vous poser ou que vous vous posez déjà ou que vous vous êtes déjà posé, c'est de choisir une ou plusieurs solutions de télésurveillance. Je vous ai fait une petite liste des questions que vous pouvez vous poser. Vous allez aussi revenir avec évidemment Malika et Hélène, cardiologue et e-speak, sur les vidéos suivantes de mise en pratique. Mais en gros, voilà les questions. Quel profil patient nous allons télésurveiller? Quelles seront nos priorités? Sur quoi nous souhaitons être alertés? Est-ce qu'on veut peu de signes ou beaucoup de signes? Sur quoi repose l'algorithme de chaque solution de télésurveillance qui nous est proposée? Peut-on les ajuster? Est-ce qu'on veut les ajuster ou est-ce qu'on préfère une solution qui soit avec un algorithme unique? L'organisation que nous prévoyons de filtrage, de préfiltrage, d'appel des patients, qui va le faire, quand et comment, quelle disponibilité il va y avoir, quel matériel nous souhaitons qu'il soit disponible aux patients, aucun, simplement une solution de logiciel à télécharger sur son téléphone ou une balance connectée ou une tablette ou voilà, enfin toute interface utile. La notion de double authentification qui est obligatoire, comment ça se passe avec les différents prestataires, les interfaces utiles, les tableaux de bord, l'ergonomie pour vous-même et pour les patients, qui peut accéder, c'est-à-dire dans le réseau de soins, est-ce que c'est nous, équipe de télésurveillance uniquement, avec le patient, les médecins généralistes, les infirmières libérales, etc., si on fonctionne en réseau territorial ou pas. Enfin, que peut voir le patient aussi, ce qu'on souhaite qu'il puisse voir. Donc en tout cas, il faut toujours partir des besoins et repartir des besoins, puisque vous pouvez aussi vous reposer la question au bout de quelques temps d'usage, parce que vous allez apprendre et il y a une courbe de croissance, vous allez peut-être changer d'avis ou voir qu'il y a des solutions pour vous plus adaptées et qu'il va falloir changer ou pas de solution. Ou demander à votre fournisseur des ajustements. Petit rappel qu'il y a un choix possible de l'automatisation ou pas de la saisie des données, mais dans tous les cas, les alertes, elles doivent être automatiques, sinon on ne parle plus de télésurveillance, mais de télésuivi, et on n'est plus du tout dans le même cadre. Les DMN, donc ces fameuses solutions de télésurveillance, sont à choisir conformément aux exigences. J'en ai beaucoup parlé, je vais vous en reparler un peu, que vous sachiez quand même. Il ne suffit pas qu'un prestataire se présente en vous disant « je suis conforme » pour croire qu'il est conforme. Malheureusement, il faut quand même, vous êtes responsable de ce choix-là et vous devez vérifier ce niveau d'exigence. Pour vous donner un peu une idée du foisonnement de ces solutions, puisque c'est une ligne générique, donc avec plusieurs opérateurs. De fait, il y en a 16 aujourd'hui, j'ai regardé la semaine dernière, 16 solutions ont reçu l'agrément, si vous voulez, de l'ANS, donc certifié pour pouvoir faire de la télésurveillance en insuffisance cardiaque. Il y en avait 26 à la sortie d'étape. Les solutions donc de télésurveillance, c'est indiqué dans les référentiels, pardon. Donc, je vous ai encadré en rouge les grands points marquants à observer. Le marquage CE, donc du DMN, c'est-à-dire de la plateforme, mais aussi de tout matériel que le patient va utiliser. Il faut vérifier, vous êtes responsable en fait que la balance du patient, qu'elle soit fournie ou pas, soit conforme avec un marquage CE. Donc il faut le préciser aux patients si c'est leur balance personnelle. La notion de respect de la RGPD, la conformité donc aux exigences de l'ANS, de l'hébergement des données, la présentation d'un certificat qui garantit cette conformité,
La solution, elle doit permettre l'accès au DMP et utiliser les espaces de confiance MS Santé. Donc vous comme eux, vous devez vous reconnaître dans cet espace MS Santé. Donc si vous n'avez pas d'adresse MS Santé, il va falloir vous en préoccuper. Et je vous ai dit pour le marquage CE des balances. Il y a 3 sections, section A, B et C, dans l'avis HAS. Pourquoi? Parce que ça a été crescendo en 2023, tout le monde n'était pas capable, même personne n'était capable d'aller au maximum des recommandations. Donc ça va crescendo. Aujourd'hui, il devrait avoir les 3 sections opérationnelles pour tous les dispositifs médicaux. Donc, la notion d'automatisation donc de ces alertes, le fait de mettre à disposition les données pour le patient, il doit pouvoir retrouver ces données. La transmission automatique du poids, je vous rappelle, est recommandée. Elle doit être quotidienne en termes de fréquence. Si elle n'est pas quotidienne, c'est un choix de l'opérateur, donc télésurveillant et vous-même, qui doit être justifié, justifiable, parce que la recommandation, c'est bien quotidien pour remonter de façon efficace les données. Le format de recueil prévu pour s'adapter aux différents types de données, donc que ce soit ajusté pour le patient, selon ses besoins cliniques et ses capacités. Et important parce que ce n'est pas toujours le cas, l'émission par un algorithme des alertes ne peut pas être désactivée par l'opérateur concernant à la fois le signalement d'une suspicion de décompensation, a priori on peut supposer que vous n'allez pas avoir l'idée de chanter ces alertes-là, mais aussi de non-transmission des données. Or, pour des raisons de réglage, parfois elles sont très envahissantes et l'envie démange de les faire désactiver. Ce n'est pas prévu dans la règle. La section B, elle parle notamment du recueil des signes cliniques et aussi de matériel qui s'ajouterait à la balance, tel que le recueil de la tension via un tensiomètre, donc qui est considéré comme la balance comme un accessoire de collecte. Il est recommandé également que ce tensiomètre soit connecté comme la balance pour des raisons évidentes de fiabilité de la donnée, c'est-à-dire que ce n'est pas retranscrit manuellement, mais ça va directement de la machine à la machine. Quoi vous dire d'autre là-dessus? Que donc ils doivent tous les DMN doivent aujourd'hui permettre de recueillir sous forme de questionnaire les signes cliniques de décompensation cardiaque. La section C, qui était la dernière marche à monter, tout le monde ne l'a pas encore montée, c'est la notion de recueil de qualité de vie des patients. Donc notamment pour cette remontée, je vous ai dit, d'indicateurs nationaux et individualisés de l'efficacité d'études d'impact de la télésurveillance d'un point de vue populationnel et aussi d'un point de vue individuel. Donc toutes les solutions de télésurveillance devraient être aujourd'hui en capacité de vous proposer un tel questionnaire accessible pour les patients directement depuis la plateforme pour recueillir leur niveau de qualité de vie du fait de l'usage de leur outil de télésurveillance. Qui est responsable entre vous et l'opérateur, entre vous, opérateur, et l'exploitant, qui est responsable de quoi? Vous voyez, c'est aussi là très bien indiqué, c'est pas flottant et c'est pas vous qui décidez tout seul, même s'il y a des conventions que vous pouvez faire et il y a les marchés publics qui permettent aussi de recadrer encore plus ça ou d'aller plus loin, mais en tout cas, il y a un minimum qui est posé là et qui est valable pour tout le monde. Donc l'exploitant, il est responsable de la mise à disposition de ce logiciel, le DMN, de la maintenance en parfait état de fonctionnement de ce logiciel, d'une intervention si jamais ça bug, que ça plante, qu'il y a un problème, d'agir dans les 48 heures ouvrées, donc de l'assistance technique. En cas de dysfonctionnement d'accessoires qu'il fournirait également dans les 48 heures, il doit pouvoir assurer son remplacement. Et enfin, la récupération en fin de télésurveillance du matériel et l'élimination des éventuels déchets et de sa responsabilité. Vous, opérateur, vous êtes responsable de l'évaluation du niveau et du type d'équipement du patient, c'est-à-dire que ce soit adapté à sa capacité d'usage, la mise en fonctionnement et l'initiation à l'utilisation de ce matériel et donc du logiciel
par le patient, c'est de votre responsabilité. L'évaluation de son adhésion et de son observance est de votre responsabilité. La formalisation également de l'ensemble des informations, la remise des documents, les plaquettes, toutes les explications et le recueil du consentement, bien sûr, sont aussi de votre champ. Il y a la liste de ce que doit contenir un document conforme d'explication au patient avec un minimum requis qui est le contexte et les objectifs de mise en place de cette télésurveillance, les modalités d'utilisation du DMN et de ses accessoires, les modalités de mise en œuvre, c'est-à-dire les paramètres qui sont suivis, quels sont les professionnels impliqués, leur numéro de téléphone, les mails, comment les joindre, qui fait quoi entre l'exploitant et vous, donc l'organisation. La conduite à tenir en cas d'urgence, je vous en ai parlé sur les premières vidéos, donc que ce soit clair que vous êtes là de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure, et qu'en dehors de ces heures-là, dans tous les cas, il faudra ou aller aux urgences ou appeler le 15 si tel signe, etc. Ça doit être très clair pour le patient. Il ne doit pas s'acharner à vous appeler si c'est impossible que vous répondiez à ce moment-là, par exemple le dimanche. Les droits du patient, enfin, relatifs au traitement de ces données doivent être tout à fait explicites sur le fait à quoi il s'engage, qu'il a le droit de se rétracter et à quelle adresse il peut s'adresser, écrire pour dire qu'il ne veut plus transmettre ses données ou voilà, qu'il ne veut pas que ces données soient gardées et qu'il va falloir tout supprimer. Il a le droit, bien entendu, et il peut l'exprimer. Il faut que ce soit clair de comment il peut faire pour cela. En cas d'arrêt, l'opérateur doit, selon votre organisation, mettre fin à l'accès du DMN pour le patient. C'est aussi de votre responsabilité. Et enfin, le compte-rendu à l'issue de la télésurveillance, compte-rendu final, qui est une obligation réglementaire de façon générale de nos métiers. Qui peut télésurveiller au cas où ce ne soit pas très clair? Donc, je vous ai dit que le médecin effectuant la télésurveillance peut être, enfin, est en général un cardiologue, mais ça peut être un médecin généraliste à condition qu'il soit formé avec un DU insuffisance cardiaque et qu'il ait été formé à l'interprétation des données de télésurveillance. La prescription peut être faite par différents types de médecins, spécialistes, cardiologues, généralistes, gériatres. Cette prescription, c'est 6 mois. Tout cela, et je vous ai mis les petits flashs protocole de coopération, vous pouvez le faire en autonomie à travers le protocole. Ce qui est précisé dans les textes, c'est que l'infirmier peut participer donc à la télésurveillance dans le cadre de ses compétences propres, sans protocole ni rien, mais dans ces cas-là, souvenez-vous que c'est que pour le préfiltrage, enfin jusqu'au préfiltrage, l'accompagnement thérapeutique, mais en aucun cas la gestion des alertes. Dans le cadre du protocole de coopération, bien sûr, puisque vous vous formez ici présent, dans le cadre de la pratique avancée, avec des limites qui sont les limites propres de leur champ d'exercice et qu'elles connaissent. Déclarer l'activité de télésurveillance, attention, il y a la notion d'autorisation employeur, c'est pas vous-même, enfin, votre direction doit être bien au courant que vous allez faire cette activité de télésurveillance et du coup il y a la déclaration auprès de l'ARS. Il faut aussi se déclarer auprès des ordres, notamment les médecins télésurveillants doivent le signaler, et auprès des assurances. Souvent il y a des assurances d'établissement, mais si vous êtes dans des structures privées, pensez à vos assurances personnelles professionnelles. Nouvelle pratique, nouveaux risques. Donc la télésanté, ça c'est une diapo que j'avais fait pour un congrès que je vous ai remis ici, qui est macro, mais qui concerne la télésurveillance, mais aussi la téléconsultation que vous allez être amené à faire pour vos prises en charge à distance. Donc, qu'est-ce qui peut arriver finalement, entre guillemets, dans le pire? C'est l'aggravation d'une situation ou un retard de soins vital, parce qu'on n'a pas situé les limites de la technologie et qu'on a pensé tout voir alors qu'on ne pouvait pas tout voir. On a été trop confiant. Et on s'est trop confié à la distance, par exemple, à les consultations ou nos coups de fil. Et en fait, il aurait bien fallu voir le patient à un moment donné. Donc, on perd de vue certains repères. Ça peut être un risque qu'il faut avoir en tête. L'erreur de diagnostic ou de prise en charge inadéquate, en se fiant simplement et uniquement à ce qu'on verrait sur l'écran, par exemple, sans passer un coup de fil. Encore donc une marge de plus. L'atteinte au droit et à la confiance d'un patient et de ses aidants, donc là c'est rapport à la confidentialité, ça va très vite en fait.
de déraper sur ces champs-là, parce qu'il y a tellement d'outils variés que voilà, on peut perdre de vue le fait qu'on n'est plus tout à fait dans la confidentialité, qu'il y a une prise de risque sur les données, qu'on a parlé dans un couloir ou dans un espace commun qui n'est pas un box de consultation, donc faites attention à ça. La gestion du doute change aussi un petit peu, puisqu'on n'est pas au même endroit, et donc ou trop douter de son jugement, et donc un niveau d'angoisse qui va monter parce qu'on a l'impression de ne pas tout maîtriser. Notamment, je pense aux patients aussi qui arrivent sur des insuffisances cardiaques terminales, ne les voyant pas, voilà, on peut se faire entre guillemets des films, ou alors on ne doute pas assez, on a trop confiance, comme je le disais avant. Et il peut y avoir un sentiment d'intrusion ou d'angoisse, de surveiller de manière excessive ou intrusive. Là, c'est aussi du côté du patient et pas que de vous. Et donc, ça peut être voilà, une limite ou en tout cas un risque à prendre en compte. Voilà. Re-questionner les responsabilités, qui est responsable de quoi, c'est ça mes recommandations. Prenez soin des limites technologiques et de leur accès. Trop, à la fois dans le trop et à la fois dans le pas assez. Respecter la vie privée, la sécurité des données, à la fois des patients, on en a beaucoup parlé, mais aussi de vous, des professionnels. Pensez à vos propres données personnelles, qui sont simplement le fait de vous plugger sur des outils et de livrer des documents en vos noms dans des endroits qui doivent être sécurisés puisque c'est votre engagement. Pour tout cela, il faut se former et avant le passage en droit commun, l'HAS s'est bien prononcée là-dessus et a augmenté le niveau de formation nécessaire pour les infirmiers. Donc dans tous les cas, quel que soit le niveau protocole ou pas, l'HAS impose la formation minimale en insuffisance cardiaque pour les infirmiers, avec deux options possibles, du DU ou de la DPC au minimum, selon leur niveau selon ce qu'ils vont faire en fait en télésurveillance, mais doivent être formés. Et je rappelle qu'au moins un membre de l'équipe doit avoir suivi 40 heures d'éducation thérapeutique, de formation à l'éducation thérapeutique. Il existe plein d'autres formations en télémédecine, donc si on élargit au-dessus de la télésurveillance, il y a tous les sujets donc de réglementation, l'usage des outils, la sécurité des données, la confidentialité, tout ce dont on a parlé, mais aussi les mécanismes de l'intelligence artificielle, tous ces outils développant avec l'intelligence artificielle, ce qui est un gain majeur, mais aussi avec des risques. Et donc, en tout cas, il faut comprendre ces mécanismes pour pouvoir maîtriser leurs usages. L'art de la communication à distance est aussi quelque chose qui s'apprend. Il y a pour tous ces éléments-là beaucoup donc de formations. Je vous les ai notées pour celles que j'avais trouvées il y a quelques mois. Donc il y a des DU, de télémédecine, de compétences numériques, de télésoins, des masters. Il y a des formations professionnelles, notamment pour les médecins, mais aussi infirmiers. J'ai trouvé un DPC formation infirmière, télémédecine et télésoins. Les consultations et télésoins pour les infirmières libérales, etc. Donc il y a beaucoup de formations existantes. Retenez que la réglementation et la pratique de la télémédecine évoluent rapidement et donc c'est quelque chose à suivre un peu tout le temps. C'est pour ça que la grammaire est importante à comprendre pour pouvoir être vigilant quand vous entendez parler de quelque chose sur le champ de la télémédecine et de la télésurveillance, que vous sachiez être alerte et écouter ce qui vous concerne. En pratique, ce que la télésanté change et ne doit pas changer. Donc, toutes les normes restent constantes de confidentialité, respect, déontologie, éthique, relation de confiance, le parcours coordonné, ne pas oublier, et les notions de remboursement. La téléconsultation l'acte de téléconsultation est remboursé à la même hauteur qu'en présentiel, etc. Mais vient s'ajouter du coup l'usage d'outils, la logique d'équilibre entre le distanciel et le présentiel qu'il faut ajouter à votre manière de voir le soin, la notion de formation, des choix à faire d'outils, et par rapport au patient aussi, ses capacités à communiquer, et du patient et de vous-même en distanciel, la nature des soins qui sont plus ou moins propices au distanciel, la disponibilité des données que le patient va ou pas pouvoir vous fournir.
dont vous avez besoin en tout cas pour décider. Donc quel est le niveau de données nécessaires et suffisantes pour pouvoir décider? C'est ça la question centrale. Enfin, je vous ai mis à autre modalité, autre risque. Attention aux RPS, donc les risques psychosociaux pour vous-même, puisque je vous ai parlé un petit peu d'isolement, de possibilité de se retrouver un peu isolé dans un bureau, dans une prise en charge complexe. Faites attention à ça, prenez soin de vous. Il y a aussi des équilibres à trouver de débriefing en équipe ou avec des collègues. Si vous êtes un peu isolé dans votre pratique, il faut débriefer, il faut partager. C'est important de continuer comme vous le faites ou comme vous le faisiez dans un service hospitalier auparavant, par exemple, ou dans une équipe de cabinet libéral. Donc, pensez les modalités d'organisation et de coordination et de régulation entre vous. Les ordres professionnels ne s'y sont pas trompés dans tout ça non plus. Donc, ils ont rajouté, sachez-le, hein, si on regarde les codes tout le temps. Donc, je vous ai mis le code de déontologie médicale et le code de déontologie infirmier. Vous voyez que des deux côtés, pour plusieurs articles, a été rajouté les notions de même dans le cas de la télémédecine, s'applique aussi à la télémédecine doit respecter, etc. Donc à chaque fois qu'on parle de confiance, de compétence, de dignité, de sécurité, de confidentialité, ils ont rajouté, et il y a eu besoin de rajouter même en télémédecine, puisque force est de constater que ça pouvait être parfois oublié. On met de côté tous ces grands principes par la technologie qui gomme un peu tout ça, donc c'est quand même fort dommage. Vous avez des ressources que je vous ai mis en bleu, et il y en a plusieurs, mais elles sont vraiment très pratico-pratiques. Par exemple, l'ordre infirmier a mis un guide pratique de télésanté pour les infirmiers en octobre 2023. Les pharmaciens ont construit un guide bien pratique aussi sur les espaces de téléconsultation et de télésoins avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé, puisque les pharmaciens, vous le savez, ont souvent des cabines de consultation, de téléconsultation, et donc sont aussi en première ligne pour cela. En tout cas, ça peut faire des ressources intéressantes pour vous. La traçabilité de la décision, l'organisation de la télésurveillance, donc n'oubliez pas de penser à tout ce qu'il faut tracer. Je vous les ai remis ici. C'est à vous, opérateur, de formaliser l'ensemble de ces informations d'un document à remettre au patient. Donc il faut absolument que vous construisiez ces plaquettes. Les patients doivent pouvoir bénéficier d'une formation complémentaire, c'est aussi très clair, autant que nécessaire, répéter, jusqu'à ce qu'il ait compris les enjeux de la télésurveillance. C'est de votre responsabilité. Le contact en cas d'urgence, je vous l'ai déjà dit 3 fois. Recueil de consentement et de traçabilité, je vous ai remis ici le cadre. Donc, le code de la santé publique est clair. La décision du patient, elle est inscrite dans le dossier médical. Il n'est pas nécessaire de faire signer un patient comme quoi il est d'accord, parce qu'on peut se demander ce qu'on est en train de lui faire signer et à quoi ça l'engage de signer. Ce qui est important, c'est l'information éclairée. Donc il ne doit pas y avoir de doute dans la manière dont vous tracez ce consentement, que le patient a reçu l'information pleine et entière, de façon intelligible, qu'il ait pu l'attraper, et donc que vous lui avez expliqué oralement, avec ou sans aidant, et c'est super quand il y a les aidants, et vous l'écrivez en présence d'eux, quels éléments vous avez apportés, des mots-clés, il n'y a pas besoin de faire des 1000 phrases, mais les mots-clés, et le document que vous avez remis qui lui permet de revenir sur ce que vous lui avez dit, avec les numéros de contact, avec la possibilité de revenir et de poser des questions, etc. C'est ça qu'on doit retrouver dans le dossier du patient. Je vous ai remis la source aussi, Haute Autorité de Santé. Elle n'a pas changé depuis mai 2012. C'est les recommandations de bonne pratique de la délivrance de l'information à la personne sur son état de santé. Enfin, du côté des assurances, si on regarde de ce côté-là, je vous ai mis la CHAM qui avait écrit un article en 2020 qui donne tous les éléments de preuve en cas de litige. C'est là qu'on retrouve la signature, parce qu'évidemment, tout document, en fait, va être utile et nécessaire, entre guillemets, pour objectiver ce qui pourrait être du parole contre parole en cas de problème et de litige. Donc c'est là qu'on a souvent un peu peur et qu'on devient très
procédurier, et puis que finalement on fait signer à un patient quelque chose, un document, pensant que ça vaut plus, mais si il est assez facile de prouver par le reste du dossier que c'est juste un document qu'on a demandé à signer au patient et que le patient n'était pas en capacité de comprendre ce qu'on lui faisait signer. Donc toujours est-il que retenez que pour les assurances, et l'expérience montre, que c'est l'empilement de tout ce que vous allez mettre en place qui va montrer votre fiabilité. Simplement, on voit, on sent en lisant un dossier qu'un patient est correctement pris en charge, en tout cas par la traçabilité que vous allez laisser de la prise en charge que vous avez réellement avec lui. Obligation de sécurité et de confidentialité. Donc je vous ai mis ici rappel des obligations. Donc adresse MS santé, préoccupez-vous-en. Vous devez avoir une adresse MS santé. Le DMP, le dossier médical partagé, donc mon espace santé, et la possibilité de verser sur mon espace santé si le patient en est d'accord et qu'il a ouvert son compte, est une obligation à laquelle vous devez vous y mettre. Obligatoire aussi donc de déclarer cette activité. Évidemment, votre RPPS valide, je l'ai reprécisé parce que je me suis dit que peut-être il fallait le repréciser. Donc déclaration à l'ordre est une obligation. Bien sûr, le hockey patient et la notion d'un circuit fermé, c'est-à-dire que cette notion de secret professionnel partagé dans une équipe restreinte, et c'est pas l'industriel, l'équipe restreinte, c'est votre équipe du site. C'est-à-dire que le patient vous connaît tous dans une équipe. Voilà l'équipe partagée. Le secret partagé. Et donc c'est un circuit fermé reconnu notamment par l'annuaire MS Santé. La continuité des soins et cette règle partagée, je vous l'ai remis ici. Donc une équipe, c'est des professionnels qui font partie de la même équipe de soins où l'information est nécessaire à la prise en charge du patient. Voilà. Si ça doit sortir de cette équipe, le patient doit consentir à ce que ça sorte de cette équipe, notamment vers son médecin traitant ou qui d'autre. Mais si le patient, ou il vous a dit qui était dans son cercle de soins et donc vous pouvez partager entre vous, ou vous avez trouvé qu'il fallait communiquer avec un autre professionnel de santé, là vous devez requérir le consentement du patient pour transmettre ces données qui lui appartiennent à un autre professionnel. La RGPD maintenant. Gros morceau, on va essayer de le débrouiller rapidement. Donc, la règle, la RGPD, c'est la réglementation européenne. De nombreuses formalités il y avait avant auprès de la CNIL. Depuis la RGPD, il n'y en a plus de formalités à faire. Par contre, la contrepartie, c'est que vous êtes responsable de respecter toutes les règles. Donc, la protection optimale des données à chaque instant, être en mesure de démontrer en documentant la conformité de vos outils. Donc, c'est évidemment pas vous qui allez le faire en général, c'est vos services informatiques, mais si vous êtes sur des petites structures ou du libéral, il faut y faire très attention quand même. Et quelle que soit la structure, vous devez être vigilant et être sûr qu'il n'y a pas de faille de sécurité, qu'il n'y a pas de loup. Je vous ai mis, pardon, juste avant, vous avez une petite photo, c'est que sur la CNIL, si vous faites la CNIL ou RGPD, vous avez des documents pédagogiques qui sont vraiment très bien faits, au-delà même de votre exercice professionnel, pour vos intérêts personnels. C'est très intéressant d'aller y faire un tour. Donc, c'est quoi les données de santé? Je vous les ai données, donc je ne reviens pas dessus. Par rapport à la télésurveillance, donc chacun va s'être engagé, l'industriel et vous-même. Donc vous devez connaître les obligations. Les données doivent être nécessaires et suffisantes à chaque endroit. Je vous donne un exemple, le numéro de sécurité sociale ne peut figurer que sur des logiciels ou des endroits nécessaires à la facturation et à aucun autre endroit. On ne se donne pas le numéro de sécurité sociale entre deux professionnels de santé pour parler du cas du patient, par exemple. À l'inverse, un service de facturation n'a pas à avoir accès au diagnostic médical ou aux résultats du patient, puisque c'est des données de santé personnelles et que ça ne sert à rien pour la facturation à ce moment-là si vous avez transmis des codes, admettons.
La durée des données, elle doit rester le temps nécessaire et suffisant pour son usage. Donc dès lors qu'on n'a plus besoin de cette donnée de santé, et le émetteur et le receveur doivent détruire ce doublon de données, par exemple. Ça ne doit pas rester à un endroit où il n'y a plus besoin. Les responsables de traitement, sur cette diapositive, vous voyez en dernier point, donc un responsable de traitement, c'est quelqu'un qui est détenteur d'une information et qui fabrique finalement cette donnée. Donc voilà, c'est ça un responsable de traitement de données. J'émets un compte rendu, je suis responsable du traitement de cette donnée qui est le compte rendu. Je recueille le poids du patient, je suis responsable du traitement, du fait de prendre ce poids et d'en faire quelque chose derrière. Donc l'industriel, il est responsable de traitement pour tout ce qui va transiter par sa plateforme. Le médecin incluant, il est responsable du traitement de l'inclusion, de la prescription, etc. Le médecin opérateur et vous, opérateur, vous êtes responsable de traitement de tout ce que vous allez faire en réception, en émission, etc. Le patient a les pleins droits sur ces données, de les transmettre, de les garder, de les supprimer, de les faire supprimer, etc. Il faut être au courant de tout ça et surtout savoir qui contacter pour supprimer toutes ces données s'il le voulait. Les conditions de transmission, je vous ai dit et redit, messagerie sécurisée de santé pour tout le monde. Les surveillants, correspondants, assurance maladie, complémentaire, respect des conditions, des flux, avec la carte vitale, le sésame vital, etc. Donc il y a des flux dédiés pour ça et on ne peut pas transmettre des données sécurisées de santé dans n'importe quelle plateforme. WhatsApp, par exemple, n'est pas une plateforme d'échange de données de santé. Typiquement, pour faire quelque chose de très grossier et schématique. Conditions de conservation des données, je vous ai dit, donc durée limitée, le temps nécessaire est suffisant. Il peut y avoir un hébergement des données pour pouvoir, notamment s'il faut faire des études derrière ou de la recherche, il faut un recueil de consentement du patient pour les garder au-delà du temps nécessaire pour sa prise en soin. Auquel cas vous pouvez les garder, mais il faut un hébergeur de données de santé, et donc c'est pareil, il y a des agréments, des choses à surveiller. En général, en Europe, la RGPD recommande que ce soit de préférence des hébergeurs de données européens et non pas internationaux, puisqu'on n'a pas la maîtrise. En dehors, dès que vous mettez sur une plateforme type Amazon, tout ce réseau-là, vous n'êtes plus. Ces plateformes-là ne sont pas soumises à l'RGPD puisqu'elles ne sont pas européennes mais américaines. Conservation et archivage dans les conditions donc de sécurité conformes. Vous maintenant, et on arrive à la fin, en finissant par vous. Un professionnel en sécurité, c'est un patient en sécurité. Donc, pensez à vous, et la Haute Autorité de Santé, elle a pensé aussi à vous. Donc, sachez que dans les textes, il y a cette notion du ratio entre professionnel et fil actif qui doit être raisonnable. Donc, pensez à utiliser ces textes aussi, à le rappeler entre vous et avec vos décideurs. Donc c'est bien écrit, je vous ai entouré. L'effectif disponible de l'équipe assurant la télésurveillance doit être adapté à l'organisation retenue et à la file active de patients suivis. Toutes les étapes nécessaires à une télésurveillance de qualité doivent être réalisées avec soin et le temps médical et paramédical doit être prévu en conséquence. C'est écrit. C'est la recommandation pour bien fonctionner, bien agir. Donc, rappelez-le autant que nécessaire, utilisez ces pages si besoin en était. Un patient, il est précisé aussi insuffisant cardiaque chronique complexe au risque de réhospitalisation génère beaucoup d'alertes plus importantes qui vont nécessiter une télésurveillance intensifiée et donc un nombre d'intervenants et de temps supérieur. Ce pourquoi les C6 ont été en partie créés. Donc je vous ai mis des modèles économiques que je vais vous dérouler juste après, mais je ne vais pas les détailler. Sachez juste qu'ils existent et vous les aurez sous la main. C'est ma construction, on va dire, personnelle, mais ça peut vous aider peut-être. En tout cas, ces modèles montrent que si vous ne faites que de la télésurveillance, une ISPIC peut être financée, si vous voulez, en télésurveillant environ au moins 150 patients.
selon les sévérités bien sûr. Ça descend à 100 patients si vous faites de la titration en parallèle, et de fait, de toute façon, vous ne pourrez pas en faire beaucoup plus. Et avec les C6, selon le cahier des charges pour des patients donc particulièrement sévères, ça descend à 80 patients. Donc les C6, un petit mot, puisque je vous avais promis d'en parler. Donc les C6, cellules d'expertise et de coordination pour l'insuffisance cardiaque sévère, que nous avons construite sur l'initiative du professeur Thibaut Damy, que je vous ai mis ici. Donc l'idée, c'est quoi? C'est une démarche intégrative des acteurs des projets de la e-santé dans l'insuffisance cardiaque, pardon. Vous retrouvez sur la gauche, en jaune, les petites pastilles jaunes, c'est tous les actes dérogatoires du protocole de coopération. Et dans les C6, il y a 6 modules où vous retrouvez le besoin de ce protocole. Donc c'est une mise en œuvre étayée du protocole de coopération, si vous voulez. Donc le module 1, c'est la télésurveillance. Le module 2, c'est l'optimisation du traitement, donc la titration. Le module 3, c'est les consultations précoces non programmées. Le module 4, l'évaluation cardio-gériatrique, donc il s'ajoute. Le module 5, l'HAD diurétique, donc avec un partenariat fort, une prise en charge à 3 têtes, si vous voulez, délégants, délégués et HAD. Le module 6 qui concerne tous les enjeux de coordination de parcours, et notamment avec la rythmologie, pour que le patient ne soit pas morcelé entre ses prises en charge de télésurveillance de rythmo et d'insuffisance cardiaque, entre autres. L'ambition, c'est donc de supprimer les compétences. La coopération, c'est une autre manière de penser le travail, et vous allez le voir dans la pratique du protocole, vous allez déjà y goûter beaucoup. Et la C6 va au bout de ce concept-là. La généralisation est en cours. Les ARS s'adressent peut-être déjà à vous. Vous pouvez donc devenir une C6 à condition du cahier des charges propre au C6 et des besoins de votre territoire, et c'est l'ARS qui a la main là-dessus. Pour vous rassurer, il nous a fallu 5 ans d'expérimentation pour mettre en place les C6, mais de façon concrète, maintenant que tout est prêt, tout est fait, tout a été repéré, il vous suffit d'1 an pour vous y mettre, de la même façon que pour mettre en place la pratique du protocole de coopération. Voici donc le modèle économique. Vous en avez un ici, c'est très chargé. Vous les lirez tranquillement, donc avec une C6 écrit en haut, modèle économique du protocole de coopération avec une C6. En vert, ce sont vos actes dérogatoires que vous retrouvez, patients inclus en télésurveillance, consultation non programmée et titration. Toutes ces prises en charge sont prises dans un grand forfait global qui s'appelle le forfait C6, si vous voulez. Il y a 3 niveaux de sévérité et ce forfait est annuel. La télésurveillance reste un forfait en plus qui s'ajoute à ce forfait C6 pour les patients qui sont télésurveillés, avec le fonctionnement que vous connaissez, qu'on vient de décrire aujourd'hui. Or, C6, qui est le cas donc de vous tous aujourd'hui, de ceux qui pratiquent le protocole aujourd'hui en dehors de la PHP, donc vous retrouvez en vert ces 3 actes dérogatoires, en bleu les actes du médecin, cardiologue délégant. Donc chaque fois que le cardiologue agit, c'est important, lui il continue de coder la T2A, tarification à l'activité. Vos actes de télésurveillance, c'est le forfait pour tout le monde pareil. Et vos actes de consultation non programmée et de titration, vous les codez, vous avez plusieurs manières de faire, ou ça compte comme une intervention dans un HDJ, auquel cas 1 parmi 3 ou 1 parmi 4, et ça vous fait un forfait de 350 € ou de 700 € par jour de HDJ. Donc vous pouvez inscrire notamment par exemple la première consultation de titration en HDJ, ce que font certains, ils se sont organisés comme ça, puis ils font les suivantes, les consultations de titration 2, 3, 4, en consultation externe, qui vont coter CSC, puisqu'il va y avoir un ECG qui est systématiquement fait avec. Les consultations non programmées, c'est plutôt de la cotation CS, puisque c'est une consultation pas toujours avec un ECG, donc s'il n'y en a pas, c'est CS. Et donc tout ça en modélisant avec 100 patients, dont 10 patients en titration, etc. Je vous ai fait un petit montage qui est juste un principe global, avec des niveaux de sévérité fictifs, mais enfin qui sont souvent le cas.
est vu plutôt à la baisse qu'à la hausse. Conclusion. Que faut-il retenir de la télésurveillance? Eh bien, comme le dit la HAS, l'important c'est de cibler les patients à risque, rappelons-le, d'hospitalisation récurrente. C'est la cible des patients qui doivent bénéficier de la télésurveillance insuffisance cardiaque en priorité. Ce que vous visez, c'est la stabilité de la maladie. Ce que vous visez aussi, c'est de simplifier au maximum le suivi pour améliorer la qualité de vie du patient. Ça doit être le plus simple possible pour lui, le plus efficace pour éviter l'hospitalisation, le passage aux urgences, et vous de pouvoir agir le plus précocement possible. Il n'est pas une prise en charge d'urgence. Les alertes donc ne sont pas lues instantanément. Ne vous mettez pas cette charge sur le dos, mais selon votre engagement. Donc soyez clair sur votre engagement, les jours où vous télésurveillez, les heures ouvrables et quel jour le patient peut vous contacter ou pas, et ce qu'il doit faire si vous n'êtes pas là. La télésurveillance est un outil numérique avec des conditions d'usage, une alternative au suivi conventionnel, mais donc avec une alternative et une alternance entre présentiel et distanciel. C'est un outil d'aide à la décision à la fois pour vous professionnels, mais n'oubliez pas aussi pour le patient puisqu'il fait apprentissage pour le patient, pour qu'après il puisse décider seul de ce qu'il doit faire en cas de décompensation ou de prise de risque, ce qui est encore mieux. Cela implique une organisation des soins et vous ne pouvez pas vous lancer dans la télésurveillance sans penser l'organisation globale des soins et l'impact résonance de cette nouvelle activité. En supplément, cette télésurveillance par rapport au conventionnel permet d'optimiser les soins par un suivi régulier, personnalisé et une intervention plus précoce en cas de besoin. Et ça améliore aussi le parcours de santé puisqu'il est moins centré sur le soin et beaucoup plus sur la prévention et l'accompagnement de son parcours de vie en général. Retenez la déclaration d'activité à faire absolument. Au sens de la loi, c'est un opérateur, un télésurveillant, et donc avec une équipe derrière ou pas, selon donc vous si vous êtes là avec une équipe. Le consentement éclairé pour l'acte de télésurveillance, mais aussi pour la gestion des données qui sont à recueillir. Le suivi est bi-hebdomadaire au minimum, vous devez regarder 2 fois par semaine, c'est le minimum obligatoire. Le traitement des alertes est aussi obligatoire et envoyer le patient aux urgences n'est pas un traitement des alertes correct en télésurveillance. Le codage avec des enjeux particuliers qu'il faut apprendre à apprivoiser, trouver des raisonnements mentaux pour gagner du temps. Enfin, la réévaluation à 6 mois qui est obligatoire. Idéalement, vous avez atteint tous les objectifs en 6 mois. Vous pouvez renouveler si besoin. Enfin, la prescription médicale est une obligation pour être remboursé de la télésurveillance pour le patient. Il doit être en ALD. Vous devez écrire dessus la fourniture de la solution en nommant le fournisseur de solutions de télésurveillance, qui fait quoi? C'est-à-dire qui va assurer l'accompagnement thérapeutique et qui va répondre aux alertes, c'est-à-dire vous-même avec vos coordonnées précis, également sur l'ordonnance. Tout cela doit avoir des éléments de preuve et bien sûr une responsabilité à chaque étape dans la gestion des données. Voilà, c'est terminé pour le cours sur le cadre réglementaire de la télésurveillance. Je vous laisse aller vers le quiz de fin de chapitre pour vérifier ce que vous avez retenu des risques et des points de vigilance en télésurveillance, ainsi que sur les 2 premiers chapitres. À bientôt.